Les violences policières, les bavures policières, la parole des victimes. Bonjour Assa Traoré, vous êtes la sœur d'Adama Traoré, militante au sein du comité Adama, et vous publiez en compagnie de Geoffroy de Laganerie Le combat Adama. Votre frère, Adama Traoré donc, est mort le 19 juillet 2016 dans la cour de la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Bonjour, tout d'abord. On ne peut pas parler du moment de l'interpellation sans commencer par comment a commencé sa journée, parce que c'est ce qui va être l'élément déclencheur. Le matin, à 10h du matin, il y a la préfecture, il y a la mairie de chez nous, de Champagne-sur-Oise, qui va appeler pour dire qu'Adama peut venir chercher sa pièce d'identité, elle est prête. Malheureusement, ce jour-là, il faisait beau. Adama n'a pas eu le temps d'aller chercher sa pièce d'identité. Il voulait juste faire un tour de vélo. Il avait son Bermuda, sa chemise à fleurs et son bob. Il voulait faire un tour de son vélo. C'était le jour de son anniversaire. Et j'ai un de mes frères, Bagui, qui subit un contrôle d'identité sur une terrasse de café. Adama passe à ce moment-là. Et pourquoi je parle de la pièce d'identité? Parce que la pièce d'identité a une place très importante. C'est un gilet pare-balles, c'est un bouclier pour nos frères, pour nos jeunes des quartiers populaires. Et ce jour-là, mon frère n'avait pas ce bouclier sur lui. Ce jour-là, mon frère n'avait pas ce gilet pare-balles sur lui. Et il va voir les gendarmes et il va pédaler à toute vitesse et partir. Mais sans aucune raison, les gendarmes vont... sans aucune raison, ils vont lui courir après, alors son nom n'est pas signalé, on ne doit pas l'interpeller. Et l'arrestation de mon frère va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, elle va se faire devant la mairie de chez nous, où Adama va se faire violenter, Adama va se faire frapper. Les gendarmes sont en civil, un individu va passer et penser qu'Adama se fait agresser. Et cet individu-là va tenter de défendre Adama, lui-même va se faire agresser, frapper et violenter à 100. Et Adama va aller se réfugier dans un appartement d'une personne qu'il connaît. Et c'est là que tout va commencer. Et c'est là que les violences vont commencer. Les gendarmes vont pénétrer dans cet appartement. 3 gendarmes. Adama a le ventre contre le sol. Et je rappelle que ce jour-là, mon frère n'avait pas de pouvoir. Ce jour-là, mon frère n'était pas armé. Ce jour-là, mon frère ne traversait même pas les murs. Ne pouvait pas, en tout cas. Et les gendarmes vont monter sur lui. Mon frère va prendre plus de 250 kilos sur lui. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que les gendarmes vont dire lors de leur première audition le soir même. Mon frère va subir un plaquage ventral, des techniques d'immobilisation qui sont interdites dans plusieurs États européens frontaliers et dans plusieurs États aux États-Unis, mais qui continuent à être pratiquées en France et qui ramènent le plus fréquemment à la mort, surtout aux Noirs et aux Arabes. Ce jour-là, Adama va leur dire « Je n'arrive plus à respirer ». Ils vont compresser mon frère, ils vont prendre mon frère et l'emmener jusqu'au véhicule. Ils vont le traîner jusqu'au véhicule. Et dans ce véhicule, Adama va leur dire « Je n'arrive plus à respirer ». Mon frère va uriner sur lui. Et ce jour-là, ils auront un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils vont décider qu'Adama Traoré allait mourir. Et ils vont pas l'emmener à l'hôpital alors qu'ils étaient près de l'hôpital. Et ils vont l'emmener à 5 minutes en voiture dans cette cour de gendarmerie où ils vont lui apporter aucun soin grâce au témoignage des pompiers qu'on a pu avoir quelques jours après. Et donc, le lendemain, Assa Traoré, vous avez dénoncé une bavure. Il y a eu ensuite des expertises. Dans quelles conditions ces expertises ont été faites et qu'ont-elles conclu? Expliquez-nous. L'expertise, elle se fait dans quelles conditions? C'est que quand mon frère va mourir ce jour-là, déjà les gendarmes vont nous dire qu'ils apportent les premiers soins à Adama. Et il va manquer les rapports des pompiers et des SAMU dans le dossier. Notre avocat, Maître Yassine Bouzrou, va exiger à ce qu'ils réapparaissent. Et quand ces rapports vont réapparaître, les pompiers vont dire que quand ils arrivent dans cette cour de gendarmerie, Adama avait les menottes au poignet et n'était pas en PLS. Les gendarmes en PLS, en position de latérale de sécurité. Donc, il aurait dû être sur le dos, normalement. Et sauf qu'Adama avait le ventre contre le sol, menottes au poignet. Et donc, ils n'y ont pas apporté les premiers soins. Et quand les gendarmes, les pompiers vont rentrer dans la cour de gendarmerie, ils vont demander aux gendarmes retirer les menottes à Adama. Les pompiers vont dire non. Les gendarmes vont dire non, pardon. Les pompiers vont insister et ils vont dire c'est un jeune homme de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir, retirez-lui les menottes. Et la journée va continuer. On va apprendre
parce que c'est des moments très importants dans ce qui va arriver par la suite. Cette journée du 19 juillet, où la mort, où le jour où mon frère va mourir, le jour de son anniversaire, aux alentours de 20 heures, quelqu'un va venir voir un de mes frères et dire que on a entendu dire que ton frère a fait un malaise, il est à l'hôpital. Ma famille va se rendre à l'hôpital, il n'y a pas d'Adama Traoré. Ma famille va se rendre dans un second temps à la gendarmerie aux alentours de 21 heures en disant que nous avons entendu dire que Adama a fait un malaise et qu'il était chez vous. Et les pompiers vont dire non, Adama n'est pas chez nous. Adama va très bien. Vous ne pouvez pas le voir, il est tard, il est en garde à vue. Ma mère va dire, est-ce que vous avez appelé un avocat? Et on va dire, si Adama a un avocat, nous appellerons un avocat. Elle va dire cette phrase qui va prendre sens aujourd'hui. Elle va dire, s'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Et elle va pas partir. Je vais essayer de faire court sur cette soirée-là. Aux alentours de 23, j'ai mon autre frère qui va apporter 3 sandwichs. Un pour Bagui, un pour l'ami de Bagui et un pour Adama. Les gendarmes vont prendre les sandwichs. Il est 21h15. Aux alentours de 23h, j'ai mon petit frère Yacouba qui va bloquer la porte de la gendarmerie avec son pied. Il va voir un gradé et va demander à rentrer. Les gradés vont les faire rentrer et va dire à ma mère et à mon frère, si je vous dis quelque chose, est-ce que vous allez pas mal le prendre? Bien évidemment, ma famille va dire non. Parce que pas une seule seconde, on pense à la mort. Et là, c'est comme ça qu'on apprend la mort de mon frère et qu'on va dire que mon frère, il est mort. Comment va venir cette expertise? Parce que ce soir-là, ce jour-là, le lendemain, on va dire qu'Adama Traoré est mort parce qu'il avait pris de l'alcool et parce qu'il avait pris de la drogue. Ensuite, le procureur Yves Janier va communiquer en disant que mon frère est mort parce qu'il avait une infection très grave et qu'il avait une maladie cardiaque. Et on va demander cette contre-expertise. Ce qu'il n'avait pas, dites-vous, Assa Traoré. Pas du tout. Mon frère n'avait pas du tout cette maladie-là. Donc nous, on était convaincus qu'il s'était passé quelque chose avec les gendarmes, que c'était les gendarmes qui l'ont amené à la mort. Et mon frère, quand il meurt le 19 juillet, on va pouvoir le voir 2 jours après. Et le jour où on voit son corps, nous sommes convoqués à la préfecture de Cergy-Pontoise dans le 95 par le préfet, les chefs de la gendarmerie, des personnes gradées. Et on va nous dire que nous savons que vous êtes des musulmans et que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les 3 jours. On s'est permis de contacter la compagnie Air France et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, que le corps de votre frère peut partir dès demain, que toute personne n'ayant pas de passeport, un passeport leur sera remis tout de suite. Une dame était là. Alors que vous n'aviez absolument pas demandé cela. Pas du tout. Donc tout de suite, ça les a arrangés qu'on soit musulmans. Tout de suite, ça les a arrangés qu'on puisse faire partir le corps très rapidement. Et on va leur répondre très gentiment et très calmement. On va d'abord les remercier. On va dire non merci. Notre frère est aussi français. Il sera peut-être enterré en France. Et c'est là qu'on va demander tout de suite, juste derrière, cette contre-autopsie. Cette contre-autopsie qui va dire que Adama Traoré n'est pas mort de cause cardiaque, n'est pas mort d'infection très grave. Chose que le procureur Janier va pas communiquer. Il y aura énormément de mensonges dès le début dans l'affaire de mon frère dans la juridiction de Pontoise. Notre avocat, maître Yacine Bouzrou, va demander à ce que l'affaire soit dépaysée. Elle va être dépaysée, elle va arriver à Paris. Notre avocat, maître Yacine Bouzrou, va demander à ce que Yves Janier soit dessaisi de l'affaire. Il sera dessaisi de l'affaire sur le champ et il sera muté. Et on arrive à Paris en janvier 2017 avec 3 juges qui vont prendre le dossier de mon frère et qui vont demander une autre expertise qui va ressortir en juillet 2017. Cette expertise qui sort en juillet 2017 va dire que Adama Traoré est bien mort asphyxié, mais n'est pas mort, n'avait pas aucune cause cardiaque, n'avait pas d'infection très grave, mais il y avait une anomalie qu'elle voulait éclaircir. Elle va demander une autre expertise. Cette expertise qui va sortir en septembre 2018, il faut savoir que le temps qu'on nous la demandons, qu'elle accepte, il va passer 1 an. 1 an où la justice ne va faire aucun acte. 1 an où cette expertise va être repoussée pour 3 fois. 1 an où on va demander une reconstitution qu'elle a acceptée, qui ne va jamais être faite. Et en septembre 2018, cette expertise va sortir. Et qui va dire, pour la première fois, une experte en cardiologue va être là et va dire qu'Adama Traoré avait un cœur tellement en pleine forme qu'il avait un cœur d'athlète. C'est écrit noir sur blanc. Une experte en infectiologie va dire que Adama Traoré n'avait aucune infection très grave. Et nous avons cet expert qui va rajouter, qui va venir s'ajouter à l'expertise, Monsieur Barbier, qui vont écrire la conclusion et qui va dire qu'Adama Traoré est mort parce qu'il avait la drépanocytose et qu'il a couru 480 mètres en 20 minutes, ce qui est impossible parce que quand on s'appuie sur les vidéos, mon frère va faire 2 minutes en 200 mètres. Et là, on va demander une contre-expertise.
Aujourd'hui, que demandez-vous à Assa Traoré? Où en êtes-vous dans la reconnaissance donc des causes de la mort de votre frère Adama Traoré? Tout de suite, on va demander à ce que une expertise soit faite. Et 4 éminents experts vont sortir il y a quelques semaines une expertise, cette expertise qui va dire que Adama Traoré n'est mort d'aucune maladie grave, que Adama Traoré est bien mort asphyxié suite au contrôle subi par les gendarmes suite à ce plaquage ventral. Et tout de suite, cette expertise va mettre à charge et va pointer du doigt les gendarmes sur la mort de mon frère. Et les experts vont aller même plus loin. Ils vont dire que scientifiquement, les experts qui ont fait les dernières expertises, c'est impossible. Que scientifiquement, c'est pas possible. Nous allons porter plainte contre la première experte qui va parler de cause cardiaque, qui va être convoquée par les ordres des médecins pour qu'elle puisse rendre des comptes sur le fait qu'elle écrit cause cardiaque alors qu'aucune maladie est dite pour Adama. Donc aujourd'hui, tous les éléments sont là pour une mise en examen des gendarmes. Tous les éléments sont là pour arriver à un procès. Et il faut savoir que les gendarmes ont été entendus 2 ans après. Les gendarmes ont pu se concerter 2 ans après. Ils ont changé leur version. Et les juges, elles ont orienté les questions. Elles n'ont posé aucune question sur les violences. Elles ont posé les questions seulement sur la non-assistance en personne en danger. Aujourd'hui, nous demandons à ce que les gendarmes soient réentendus sur les violences qui ont causé la mort de mon petit frère, au vu de la dernière expertise qui les pointe et qui les désigne clairement et pour une mise en examen. Et alors, où en est justement cette procédure maintenant que vous avez réuni ces éléments et fait ces demandes à Assa Traoré? Donc aujourd'hui, ça fait peut-être 2 semaines ou 3 semaines, nous attendons le retour des juges qui ne seront toujours pas prononcés. Donc on espère qu'elles vont se prononcer très rapidement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être encore dans cette attente. Ça fait déjà presque 3 ans et tous les éléments sont là pour aller sur un procès. Vous avez eu des contacts avec, je ne sais pas, des responsables politiques, des responsables juridiques, judiciaires, Assa Traoré? Alors vous savez, on a écrit une lettre à Monsieur le Président, à Monsieur Macron, qui est sorti dans le Nouvel Obs il y a quelques mois, où on lui fait une lettre ouverte parce que aujourd'hui, on lui fait une lettre ouverte parce que ce combat n'est plus un combat qui appartient à la famille Traoré, mais qui appartient à toute la France, et toute la France demande des comptes sur la mort d'Adama Traoré parce qu'il y a énormément de mensonges et nous n'avons jamais eu de retour, en tout cas de notre président, de Monsieur le Président Macron. Qui n'a pas pris la peine de répondre, en tout cas sur d'autres responsables politiques. D'autres responsables politiques, oui, se sont en tout cas prononcés sur la mort de mon frère et qui demandent en tout cas que la vérité soit faite plus largement. Des politiques plus largement. Est-ce que aujourd'hui, donc ce combat, le combat Adama, puisque c'est le livre que vous publiez en compagnie de Geoffroy de la Gannerie aux éditions Stock, ce combat, il a, dites-vous, valeur de symbole à Assa Traoré, puisque il révèle la condition des jeunes de quartiers difficiles et la manière dont la police agit avec eux. Bien sûr, aujourd'hui, mon frère. Adama, on en a fait un symbole et on en fera un symbole. Et on veut que son nom soit changeur de beaucoup de choses. Et pour tous les Adama Traoré, parce que ce combat, on le fait pour mon frère, mais on le fait aussi plus largement pour dénoncer les conditions, en tout cas d'interpellation, les conditions de vie de ces jeunes garçons. Et surtout, leur dire que nos frères peuvent participer à la construction de ce monde, que nos frères peuvent participer à la construction de cette France, et que nos frères peuvent participer à la construction de leur propre vie, et qu'il n'y a pas de... Personne n'a de droit de mort sur leur vie. Et aujourd'hui, quand on sort ce livre, Combat Adama, c'est en réponse à ce manuel que nous avons en face de nous, ce manuel créé par l'État, qui à chaque fois, quand il y aura un mort de la part de la police ou des gendarmes, où ils vont sortir systématiquement les mêmes choses, où on va criminaliser la famille, on va criminaliser la victime. La victime ne va plus devenir victime et coupable, et les gendarmes et les policiers seront eux les victimes. Et aujourd'hui, on répond à ce contre-manuel en disant, tout de suite, nous aussi, à travers le combat Adama, comment le combat s'est organisé, et on le voit en face, ils vont toujours sortir des maladies de la part des victimes, ils vont aller chercher des maladies exotiques, ce qui est raciste. Donc aujourd'hui, c'est qu'un contre-manuel qu'on fait face au manuel de l'État. Il y a eu différentes affaires également, alors distinctes, proches de celles du cas d'Adama Traoré, Assa Traoré, des faits qui ont été qualifiés
en tant que bavure, d'autres où les procédures sont actuellement en cours. Voulez-vous faire de votre association, de ce combat Adama, en quelque sorte, le combat en France contre les violences policières? Avec le combat de mon frère, parce qu'au début vous avez dit militante, moi je suis juste la sœur d'Adama Traoré. Aujourd'hui je suis une victime. Aujourd'hui la famille Traoré est victime. Et à travers le nom de mon frère, en tout cas, on changera beaucoup de choses pour tous les Adama Traoré. C'est ce qu'on veut porter avec son nom et c'est ce qu'on veut porter à travers l'association. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Assa Traoré, le livre que vous avez écrit, Le combat Adama, aux éditions Stock, en compagnie de Geoffroy de la Gannerie, qui vous rejoindra dans quelques minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. La parole des victimes, pour en parler, je suis en compagnie d'Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré, et nous accueillons Geoffroy de la Gannerie, sociologue, philosophe, bonjour. Bonjour. Vous publiez en compagnie d'Assa Traoré Le combat Adama. Peut-être un mot, Assa Traoré, pour nous dire aujourd'hui en quoi consiste ce combat pour votre frère. Votre frère qui est mort le 19 juillet 2016 dans la cour de la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise. Vous demandez la vérité. Vous demandez la vérité sur ce qui vous apparaît comme un meurtre perpétré par des gendarmes ce jour-là. Nous, on se bat, ça fait presque 3 ans qu'on demande justice et vérité dans les circonstances de la mort de mon frère. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, tous les éléments sont là pour mettre en examen et pour aller en procès et mettre en procès les gendarmes, parce que les éminents experts l'ont dit, l'ont écrit noir sur blanc. Ils sont responsables de la mort de mon frère, ils ont emmené la mort de mon frère, ils n'ont laissé aucune chance à mon frère, ils ont décidé de la mort de mon frère. Donc aujourd'hui on se bat contre ce système répressif, ce système qui nous acharne pour avoir la vérité, la justice, et on a l'impression que c'est un dû, parce que la bataille est assez difficile. La machine de guerre qu'on a en face de nous, qu'on va appeler la machine de l'État, qui a créé des soldats en nous, qui a fait de nous des soldats malgré nous. Cette machine qu'on a en face de nous, elle n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords, et tous les coups sont permis pour nous faire taire, pour avoir la justice et vérité pour Adama. Mais aujourd'hui, les éléments sont là. Les gendarmes sont responsables de la mort de mon frère. C'est pas une bavure. Ils sont responsables. Geoffroy de la Gannerie, pourquoi avez-vous rejoint ce combat? Pourquoi et donc publié ce livre en compagnie d'Assa Traoré, Le combat Adama? Moi, déjà merci beaucoup de votre invitation, Guillaume. Moi, je crois qu'il y a des moments dans la vie ou dans la vie d'une société où il y a des lieux, où il y a des moments, des choses particulières qui en viennent à incarner le tout du monde, qui en viennent à être un espèce de lieu où se concentre l'ensemble de la politique contemporaine, où se concentre la nécessité de repenser la manière dont on réfléchit sur la société, sur la démocratie, sur l'État, sur la loi. Il y a des noms propres qui ont incarné dans l'histoire des faits beaucoup plus grands qu'eux. On peut penser à Dreyfus et à l'affaire Dreyfus. On peut penser à l'affaire Maurice Audin, et quand Vidal Naquet a écrit le livre sur l'affaire Audin. Pour moi, l'affaire Traoré, c'est ça. Rappeler en 2 mots qui était Maurice Audin. Maurice Audin, c'était un résistant de la guerre contre un communiste, un militant communiste, un mathématicien contre la guerre en Algérie, qui a été enlevé par l'armée française et qui est mort sous la torture, et que l'armée française a maquillé comme étant une disparition. Et ensuite, il y a eu toute une enquête sur les méthodes de torture, et très récemment, la France a reconnu qu'elle avait produit un mensonge d'État. Donc d'ailleurs, ça revoit la même chose, qu'on sait que les États inventent des mensonges pour cacher la vérité des opérations de pouvoir qui comptent. Mais donc si on pense qu'il y a des moments où il y a des faits particuliers qui incarnent quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus puissant, dans l'affiliation de l'affaire Dreyfus et de l'affaire Audin, pour moi aujourd'hui il y a l'affaire Traoré. Je pense que l'affaire Traoré est un lieu dans lequel se lie une manière dont fonctionne la société, dont fonctionne la police, dont fonctionne l'ordre social, dont fonctionne l'ordre racial, dont fonctionne la démocratie, dont fonctionne l'État, dont fonctionnent les gouvernements. Et le projet du livre avec Assa, c'est de produire une nouvelle analytique de la société et une nouvelle forme de l'action politique à partir de l'affaire Traoré. Vous savez, il y a une belle phrase de Faulkner, à qui on reproche toujours de faire des livres un peu locaux sur la question du Mississippi, et qui disait si vous voulez comprendre le monde, vous devez comprendre le Mississippi. Et ben moi je dis qu'aujourd'hui, si on veut comprendre la société, on doit comprendre l'affaire Traoré. Qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire qui, selon vous, permet de dévoiler une part du social, ou peut-être la totalité du social, d'ailleurs, Geoffroy de la Gannerie? En fait, je crois que dans la gauche, dans le mouvement social traditionnel, elle est dominée depuis le marxisme par ce qu'on peut appeler une forme d'économisme, c'est-à-dire de penser que la question centrale, c'est la question économique, la question de la répartition de la richesse, ou la question de la culture, comme Bourdieu l'a mis en évidence à partir de la distinction. Et je crois qu'il y a une case noire, ou quelque chose qui est absent de ce diagnostic de la société, qui est la question de la police. Moi, je crois que la question de la manière dont la police organise l'ordre social, cible un certain nombre de groupes pour les abattre ou les éliminer socialement,
également pour les faire basculer dans l'état répressif et dans l'état pénal, dont elle organise des rapports différentiels à l'espace public, à la légitimité d'être sur un territoire, à pouvoir tout simplement vivre sa vie, comme le dit Assa Traoré, à pouvoir avoir le droit de vivre sa vie, et quelque chose qui est une case noire de la réflexion sociologique et politique sur la société. Et donc de quelle manière est-ce qu'aujourd'hui une théorie sociale ne peut pas faire l'économie d'une théorie de la police et des gendarmes, et de la pratique des policiers et des gendarmes sur le contrôle des vies. Et quelque chose de très important, je continue juste sur ça en disant que le monde est organisé par le fait qu'il y a des privilèges, des gens qui peuvent marcher librement dans l'espace public, des gens qui n'ont pas peur de sortir de chez eux, mais il y a des gens qui ont peur de sortir de chez eux, qui ont peur d'être contrôlés, qui ont peur d'être matraqués. On a vu l'histoire de Théo, qui est sorti de chez lui en bonne santé et qui est rentré avec une poche artificielle parce que un policier de la BST d'Aulnay lui a enfoncé une matraque dans l'anus. Voilà, ça, ce sont des vies qui sont exposées à la violence, à l'arbitraire policier. C'est un clivage, une fracture de la société. Et ce livre, il vise à produire une analytique de la société à partir de cette question-là. Justement, Assa Traoré, tout à l'heure, vous m'avez dit mon frère n'avait pas sa pièce d'identité sur lui et, je cite vos mots, cette pièce d'identité, c'était un gilet pare-balles. À quoi ressemble aujourd'hui la vie des jeunes dans les cités? Vous savez, quand on vient interpeller mon petit frère, les gendarmes sont armés comme s'ils allaient en zone de guerre. Ils ont une artillerie lourde sur eux. Quand ils viennent dans nos quartiers, quand les policiers viennent dans nos quartiers, il n'y a aucun dialogue. Ils viennent avec de la violence, ils tutoient nos frères, ils insultent nos frères, ils crachent sur nos frères, ils violent nos frères et ils tuent nos frères. Ce système a tué mon petit frère. Voilà le rapport qui est instauré avec la jeunesse des quartiers populaires et aujourd'hui les pompiers, les gendarmes et les policiers. Aucun dialogue n'est mis en place. Dialogue. Ils viennent avec de la violence. Vous savez, quand ils viennent et qu'ils sont qui viennent avec des matraques, qui viennent avec des boucliers, qui viennent avec des casques, tout de suite, la violence est appelée, une forme de violence est installée systématiquement. Et il y a le tutoiement, il n'y a aucun respect qui est fait envers la jeunesse. Donc c'est eux, la première des violences qui nous intéresse, et c'est celle qu'ils apportent dans nos quartiers. C'est celle-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Avant, vous étiez éducatrice en prévention. Assa Traoré, est-ce que malgré tout, vous avez, dans ces fonctions, par exemple, réussi à établir un dialogue avec la police, avec les gendarmes ? Moi, dans mon travail, c'est un travail de prévention. C'est un travail fait auprès de la jeunesse, fait auprès de la population. Et aujourd'hui, on voit, et on l'a vu depuis toujours, que la relation entre les policiers, les gendarmes et la jeunesse est très conflictuelle. Ils viennent tout de suite. La question que moi, je me pose, et que je me pose depuis le combat de mon frère, et que j'aimerais... à laquelle on me répond aujourd'hui, nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement? Comment nos quartiers sont-ils vus par l'État, par les policiers? Nos quartiers ne sont pas des camps d'entraînement, mais comment pour eux nos quartiers sont-ils considérés aujourd'hui? Parce que cette violence-là, c'est une violence qui grandit, c'est une violence où il y a des flashballs, c'est une violence où nos frères se font tuer, et aujourd'hui nous sommes à plus de 1 mort par mois, et ça c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a de la peur donc, du côté des jeunes, évidemment, peut-être de la peur également du côté des policiers? Moi je parle de la peur du côté des jeunes. Quand je reviens sur l'affaire de mon frère, je dis que ce jour-là, mon frère n'avait pas son bouclier. Ce jour-là, mon frère n'avait pas son gilet pare-balles. Et quand il voit ces gendarmes, il part parce qu'il a peur. Il a peur de la réaction que les gendarmes vont avoir sur lui. Il a peur de la violence qui va être menée. Il a peur de cette violence qui va se passer en garde à vue. Cette double violence qu'il va avoir. Et il n'y a pas échappé. Cette peur-là, il est mort parce qu'il a eu peur. Il est mort parce qu'il n'avait pas ce gilet pare-balles sur lui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un contrôle aux faciès. La France a été condamnée. Il faut insister sur ça. La France a été condamnée pour le contrôle aux faciès, et c'est quelque chose de très récurrent, et c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là, et ça emmène à la mort de nos frères. Et à travers le combat de mon frère, c'est important de dire à toutes les personnes qui sont là, à toutes les personnes qui nous soutiennent, vous ne pouvez pas rester spectateur de ce qui se passe, vous ne pouvez pas rester spectateur à ces contrôles aux faciès, vous ne pouvez pas rester spectateur à cette forme de racisme qu'il y a, parce qu'elle emmène à la mort. Mon frère est mort à cause de ce système-là, mon frère est mort à cause de cette machine de guerre qui est en face de nous, et aujourd'hui c'est cette machine de guerre qu'il faut renverser. Geoffroy Laganerie, justement, votre regard de sociologue, de philosophe, puisque vous étudiez l'institution judiciaire, j'ai sous les yeux Jugé qui est paru en poche, et vous publiez donc ce combat
Adama, en compagnie d'Assa Traoré. Je pense que les choses dont on parle dans le livre, c'est deux choses. La première, c'est que je pense qu'il existe dans la société aujourd'hui un système qui organise l'élimination sociale de certains groupes, l'élimination soit sociale, soit Justement, physique. qu'est-ce que ça veut dire, selon vous ? Ça veut dire de produire une absence des lieux privilégiés, des lieux où il y a de l'accès aux ressources rares, c'est-à-dire le système culturel, le système médiatique, le système politique, le système économique, et qui, à l'inverse, fait basculer tout un ensemble d'individus dans le système pénal, dans le système carcéral. On sait qu'en France, Didier Fassal a montré, la population de Noirs et d'Arabes en prison est de 65%, c'est-à-dire que c'est plus qu'aux États-Unis. Et ça, c'est aussi le fait qu'il y a qu'aux États-Unis. C'est plus qu'aux États-Unis, absolument. Et ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, par l'effet de la police, un système, et par l'effet de l'école aussi, qui se conjugue, un système d'étouffement, un système d'élimination sociale, qui est fait pour organiser l'absentisation d'un certain nombre de personnes de l'espace public. Et la question de la police s'inscrit dans la question de la production de cette manière de l'ordre social. Moi, je pense que, par exemple, on ne peut pas faire une théorie de l'école sans faire une théorie de la police. On sait que, par exemple, beaucoup d'études l'ont montré, quand, par exemple, deux blancs vont se battre à la fin d'une soirée, même si la police est appelée, très souvent, elle va dire calmez-vous, rentrez chez vous. Alors que si ce sont deux noirs ou deux jeunes arabes, elle va les interpeller, elle va les emmener au poste, elle va les faire basculer dans le processus pénal. Et donc, la police, avec des mêmes lois, décide d'éliminer socialement un certain nombre de groupes, alors que les lois sont identiques. Et je pense que la deuxième chose dont nous parlons, c'est le fait que nous ne vivons pas tous dans la même gouvernementalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est la manière dont nous sommes gouvernés par les lois, la manière dont nous sommes représentés, la manière dont nous avons accès à un certain nombre de ressources. Et je pense que si un certain nombre de gens peuvent dire aujourd'hui qu'ils vivent dans des États, disons, démocratiques, où ils sont... Moi, par exemple, je pense que je suis plutôt protégé par la police. Je pense que, par exemple, je n'ai pas de problème avec la police. Je n'ai jamais été contrôlé de ma vie. Mais je pense que pour les Adama Traoré, les jeunes garçons des quartiers populaires, eux, on peut dire que d'une certaine manière, ils vivent déjà dans un État policier. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des États où la police incarne la gouvernementalité, incarne une législation relativement autonome par rapport aux droits, ont un droit de contrôle sur l'espace public, ont un droit de contrôle sur la vie, ont un droit de contrôle sur le fait de sentiment de se sentir chez soi quand on est chez soi, et que par conséquent, il y a là un lieu dans lequel la question du rapport entre droit et démocratie est extrêmement compliquée, parce que la police est un corps extrêmement particulier, enfin les études l'ont montré, qui est un corps qui est capable d'inventer elle-même sa propre législation, c'est-à-dire d'utiliser les règlements qui sont censés encadrer son activité pour les interpréter en situation, et pour pouvoir ensuite produire les actions qu'ils veulent et d'être couverts ensuite par les gouvernements ou par les procureurs ou par les juges, ce qui fait qu'ils sont créateurs de lois d'une certaine manière. Or, quand un corps est créateur de lois, a tous les pouvoirs et qu'il n'y a pas de dehors pour se protéger de droit, on vit dans un état policier. Aujourd'hui, un jeune qui est confronté à un contrôle au faciès, c'est illégal un contrôle au faciès. Si jamais il refuse un contrôle d'identité, il part pour rébellion et pour outrage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'opposer du droit à quelque chose d'illégal. Et donc ça veut dire que la police est un corps qui n'est pas contrôlé par le droit, mais qui est créateur de son propre droit. Et de ce point de vue-là, certaines populations vivent aujourd'hui sous un état policier. Mais alors, justement, pour qu'on comprenne bien, Geoffroy de la Gannerie, est-ce que pour vous, ce sont des décisions individuelles, donc là, en l'occurrence, les décisions des policiers, sachant que certains se comportent de manière équitable, tandis que d'autres, comme vous le dites, se comporteraient de manière délictuelle, puisque ce que vous décrivez, ce sont des délits ou des crimes, d'ailleurs, je ne connais pas les qualifications juridiques exactes, ou s'agit-il d'une politique d'État ? Alors, la question du système et des décisions est une question toujours très importante et très difficile en sociologie. C'est la question à laquelle s'affrontent la sociologie et la pensée critique depuis 100 ans. Est-ce que c'est des systèmes inconscients qui organisent les actions, ou est-ce que c'est des individus qui décident de façon pratiquement consciente ? Alors moi, je dirais que c'est les deux. Je dirais qu'effectivement, il y a un système qui organise aujourd'hui l'élimination, le ciblage, la précarisation et l'étouffement d'un certain nombre d'individus dans leur vie, dont la police est l'un des acteurs. Et vous avez parlé tout à l'heure des policiers qui pouvaient aussi être victimes de violences. Moi, je crois que l'une des grandes opérations symboliques qui a été produite ces dernières années, et c'est vrai dans beaucoup d'ailleurs de champs, c'est que les forts ne cessent de se faire passer pour des faibles, qu'il faudrait protéger des faibles qui eux seraient les forts. On le voit par exemple aux États-Unis, où Trump fait comme si les États-Unis étaient menacés par l'immigration mexicaine. On le voit par exemple sur la domination masculine, où les hommes disent qu'ils sont menacés par le féminisme. C'est un peu comme la police qui dit qu'elle serait un corps faible, un corps en danger à cause de ce qui se passe dans les banlieues. En fait, la police est le corps fort et le corps dominant. Et donc effectivement, je pense que de ce point de vue-là, il faut toujours rappeler effectivement que la responsabilité première de l'ouverture des cycles de violence, notamment dans les quartiers populaires, elle vient de la police ou elle vient de la gendarmerie par les systèmes de patrouille et du contrôle. Mais ensuite, ces histoires étant connues, ces histoires, depuis Malik Oussekine, ces histoires on les connaît. Malik Oussekine qui a été abattu par des voltigeurs alors qu'il rentrait d'une soirée en marge des manifestations de Vaquet en 86. Il faut rappeler exactement comme dans l'affaire Traoré que la première communication du procureur, c'était qu'il était mort de défaillance rénale, donc de maladie, et c'est à la demande de la famille qu'il y a eu une contre-autopsie qui a montré qu'il était mort de coups et frappé par la police.
à partir du moment où ce système, il y a eu l'affaire Eliamni, il y a l'affaire Dieng, il y a l'affaire Aliziri, enfin ces affaires on les rassemble dans le livre, mais c'est important de les connaître parce qu'il faut que la presse les connaisse, et c'est quand même bizarre si vous les connaissez pas, parce qu'il faut que la presse relaie ces histoires-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc il y a un système, mais il y a aussi des gens qui après décident de le couvrir et qui malgré la vérité décident de ne pas mettre en question les pratiques policières. L'une des choses que demande le comité Adama par exemple, c'est l'interdiction des méthodes d'interpellation létales, c'est-à-dire par exemple le plaquage ventral, le plaquage, le fait de pouvoir tirer dans le dos de quelqu'un, etc., dont on sait que c'est des méthodes qui tuent et dont on pense qu'elles devraient être interdites. Si les procureurs consciemment, si les gouvernements consciemment décident de ne pas le faire, ça veut dire que consciemment, d'une certaine manière, ils décident de soutenir ce système et de le perpétuer. Et donc, il y a quelque chose là aussi de l'ordre d'individus responsables. Assa Traoré raconte une scène ahurissante. Bruno Le Roux, lorsqu'il est nommé socialiste, ministre de l'Intérieur, sa première décision, sa première visite, c'est les gendarmes impliqués dans la mort d'Adama Traoré. Jamais il n'a parlé à Assa Traoré, jamais il n'a considéré que la famille Traoré faisait partie des gens qu'il représentait. Au moins comme socialiste, un peu dans la synthèse, il pouvait voir les deux, même pas, il n'en a vu qu'un camp. Ça, quand un État se met pas au service des victimes, au service du droit, mais au service de ceux qu'il définit comme étant les siens, ben c'est plus un État de droit, c'est un gang, c'est quelqu'un qui défend un gang policier au lieu de défendre le droit. Et aujourd'hui, c'est la famille Traoré, le comité Adama et tous ceux qui se battent contre les violences policières qui agissent au nom du droit, au nom de la justice, contre un État qui, lui, de façon individuelle et consciente, couvre des actions illégales. Votre point de vue à ce sujet, Assa Traoré, puisque Geoffroy de Laganerie vient d'évoquer cette visite de Bruno Le Roux, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur du gouvernement socialiste. Vous savez, le combat Adama, mon frère meurt sous un gouvernement de gauche, qui vont avoir aucun mot pour ma famille, aucune condoléance, mais par contre qui vont apporter leur soutien, leur fort soutien aux gendarmes. Et eux vont nous montrer que c'est pour ça que je dis qu'ils ont fait de nous des soldats. Nous sommes devenus des soldats malgré nous. Et en face de nous, c'est cette machine de guerre qu'on doit pousser avec nos mains. Eux, oui, comme le Geoffroy l'a dit, eux sont l'État fort, eux sont l'État puissant, eux sont l'État armé, eux sont l'État qui ont de l'argent, eux sont l'État de la justice. En tout cas, quand ils viennent à Beaumont dans son premier déplacement en tant que ministre de l'Intérieur, symboliquement, son premier déplacement va se faire chez nous, à Persan, dans la caserne où les gendarmes sont mis en cause. Mais ça, on va le prendre comme une force. On va se dire, il vient rassurer ses troupes. Le combat Adama fait peur. Le combat Adama fait parler à l'Élysée. Donc, son premier déplacement se fait dans la caserne où les gendarmes sont mis en cause. Pourquoi il fait peur, ce combat ? Aujourd'hui, le combat Adama dénonce ce système. Il dénonce ce système répressif, il dénonce ce système racial, il dénonce ce système où la vie de nos frères ne vaut pas d'être vécue. Il dénonce ce système où la vie de nos frères est considérée comme ne pouvant pas participer à la construction de cette France. Il dénonce ce système où la vie de mon frère ne valait pas d'être vécue ce jour-là du 19 juillet. Il dénonce ce système où nous n'avons pas le droit de se défendre, où la justice est devenue indue pour nous alors que la justice ne devrait pas être indue pour nous aujourd'hui. Elle dénonce ces systèmes qui est antidémocratique pour nous, la famille Traoré, parce que on voit ce qu'elle nous fait subir, on voit l'acharnement qu'elle nous fait subir depuis la mort de mon frère. Et aujourd'hui, on veut redonner cette voix que on nous a enlevée, cette invisibilité qu'ils ont créée en nous, à travers moi, à travers mon petit frère, à travers nos quartiers, à travers tous les Adama Traoré, comme si ils viennent allumer le feu dans nos quartiers et ils viennent l'éteindre. Et là, on dit stop. On dit ça ne va plus se passer comme ça. Vous n'allez plus parler pour nous. Vous allez quand vous allumerez le feu, vous ne viendrez plus éteindre le feu comme des super-héros et repartir comme si de rien n'était. Par contre, aujourd'hui, on va reprendre le contrôle et on va aller sur la continuité de toutes les personnes qui se sont battues avant nous. Nous avons le MIB qui a fait un très gros travail sur les quartiers, sur les violences policières. Et aujourd'hui, on est sur la continuité de tous ces combats et on va le continuer. Et il faut renverser cette machine de guerre qui tue nos frères, cette machine de guerre qui est raciste. Justement, lorsque Geoffroy de Laganerie, on étudie la société, comme vous le faites, au travers de Jugé et au travers de ce combat Adama, livre que vous publiez avec Assa Traoré, on présente souvent l'État comme étant dépositaire de la violence légitime. Comment pensez-vous en tant que philosophe et sociologue ? Non, mais je pense que la question de la violence est une question très très importante. Et je pense que la question de la police est une question tout à fait centrale parce qu'elle met en question en fait un enjeu qui n'est pas seulement la question des violences policières. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais le livre est construit comme une alliance à égalité, un peu à l'image du combat Adama, c'est-à-dire où nous, Assa Traoré et moi, signons chacun de nos passages et relayons selon des thématiques, chacun de notre vocabulaire, chacun de notre approche, pour essayer d'aller le plus loin possible
dans l'exploration des enjeux que porte le combat Adama. Dans le livre, il y a un chapitre central de moi, enfin qui est au centre, je veux dire, qui est sur la catégorie de violence policière et où je critique moi la catégorie de violence policière en disant que cette catégorie, elle est utilisée pour désigner les actions de la police lorsqu'elles sont soit illégales, soit particulièrement brutales, mais que de certaine manière, ça oublie que la police est par essence un corps violent. C'est-à-dire que la police, même quand elle perquisitionne légalement chez quelqu'un, quand elle menotte quelqu'un, quand elle contrôle quelqu'un, quand elle fouille quelqu'un, elle repose sur l'exercice de la contrainte et la définition de la police, c'est la violence. Donc la catégorie de violence policière est une catégorie qui est mystificatrice, puisque police égale violence. Mais alors, ça pose la question, effectivement... Que justement, lorsqu'on dit que cette violence-là est légitime, qu'est-ce que vous répondez ? Donc la question, effectivement, c'est sur quelle base on fonde la légitimité. Moi, par exemple, je suis un grand partisan de l'État social. Je suis un grand partisan de la répartition, donc je suis un partisan de la contrainte fiscale. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si je suis pour l'hôpital public gratuit, si je suis pour l'école publique, si je suis pour la répartition, je suis pour qu'il y ait des impôts. Or, l'impôt suppose une contrainte sur des individus qui pourraient ne pas pouvoir payer d'impôts. Donc d'une certaine manière, en étant pour l'imposition, je suis pour la police. Je suis d'une certaine manière pour la police, mais de cette manière-là. Et donc il n'y a pas d'État de ce point de vue-là. Il n'y a pas, d'une certaine manière, de ce type d'État, là, ce que Bourdieu appelait la main gauche de l'État. Mais de cette certaine manière, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de police. Il n'y a pas de démocratie ou d'état de justice sans quelque chose qui s'appellerait la police, c'est-à-dire sans quelque chose de l'ordre d'une contrainte. Mais le problème, comme on le montre dans le livre, c'est que dès que vous créez de la police, vous créez quelque chose qui met en danger de l'intérieur la logique démocratique, c'est-à-dire que vous mettez en place un corps qui, par les prérogatives qu'il a, par le suivisme des politiques et des juges par rapport à lui, qui par le fait que, comme Broder ou comme Benjamin l'ont montré, en situation, Walter Benjamin ou Broder, qui est un sociologue québécois très important sur la police, montrent qu'ils sont en situation capable d'interpréter eux-mêmes leurs propres règlements. Qu'est-ce que ça veut dire réagir proportionnellement à une agression ? Qu'est-ce que ça veut dire susceptible d'avoir commis un délit, etc. En fait, sont capables de fonder par eux-mêmes leur propre légalité et que de ce point de vue-là, ils incarnent un pouvoir qui, étant capable de se donner lui-même sa propre loi, est un peu un pouvoir par définition autoritaire et un pouvoir qui est contraire à la logique démocratique. Donc de ce point de vue-là, il y a un antagonisme, c'est vrai, dans les sociétés contemporaines, entre police et démocratie, qu'il ne peut pas y avoir démocratie, état social sans quelque chose de l'ordre de la contrainte, mais que dès qu'on crée un corps professionnalisé qui s'appelle la police, on est en train de défaire de l'intérieur la logique policière. Ça, c'est l'un des grands problèmes. Alors, de ce point de vue-là, la question de la violence policière, pour moi, je pense que c'est une question centrale, c'est que nous ne devons jamais, quand nous réfléchissons sur le monde, réfléchir avec des catégories préconstruites pour essayer de, plutôt, moi je pense, scandaliser, enfin rendre scandaleuse et rendre violent ce que nous ne percevons pas comme violent, et se substituer à la catégorie de violence policière, la catégorie d'ordre policier, c'est-à-dire que la police est par essence violente, et qu'est-ce qu'il faut en fait interroger, c'est de quelle manière et pourquoi est-ce que nous avons besoin de la violence pour impliquer un ordre juridique. C'est ça la question qui est posée. Et lorsque la police protège, alors je ne sais pas, lorsqu'il est question par exemple de terrorisme, est-ce que vous considérez par exemple que là la police est dans son rôle, Geoffroy de la Gannerie, lorsque celle-ci donc tente de prévenir des actes terroristes? Mais évidemment, de toute façon, je pense que la police est l'un des corps sur lequel nous réfléchissons et où il y a le plus d'écart entre la manière dont nous la représentons et la réalité de son fonctionnement. En fait, moi je crois très fondamentalement que, évidemment, la police, dès qu'on en parle, les gens se représentent ça comme une institution qui a pour fonction de nous protéger quand il y a une agression. Donc évidemment, moi, c'est comme je suis gay, moi par exemple, je peux être exposé à l'agression. Si je suis dans la rue, je suis agressé. Si la police surgit pour me protéger, très bien, il n'y a aucun problème par rapport à s'il y a des attentats à l'hypermarché Cacher antisémite, s'il y a des attentats au Bataclan, que la police intervient, personne ne va être contre ça. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Par contre, ce qu'on constate quand on fait des études sociologiques sur la police, notamment dans les quartiers, c'est que l'activité de la police est indépendante de la question de l'application de la loi et de la protection contre les agressions. Les études sur le contrôle, les études sur la patrouille ont montré qu'il n'y avait aucun rapport entre ça et la diminution de la délinquance, et que très souvent, au contraire, ça dit des façades à l'a montré, la police est ce qui produit la violence. C'est-à-dire c'est la police qui va inaugurer le cycle de violence, qui par le contrôle, par la fouille, va générer elle-même en fait des illégalismes propres et qui va lui permettre d'enfermer un certain nombre de gens. De ce point de vue-là, la police n'est pas un corps qui protège de l'agression, c'est un corps qui incarne des sources d'agression et des sources d'illégalisme. Et de ce point de vue-là, c'est pas du tout la même police, de certaine manière pour moi. Et alors justement, par rapport à ça, Geoffroy de la Gannerie, est-ce que l'une des possibilités, le fait par exemple de dire que la police recrute dans les quartiers pour éviter les déséquilibres que vous évoquez, c'est une solution ou pas, selon vous? Moi, je crois que c'est une culture du droit qu'il faut avoir plutôt qu'une culture de la représentation. En fait, moi, je suis très frappé que dès qu'on parle des quartiers... C'est-à-dire que très souvent dans les quartiers, dès qu'on va parler des comportements de la police dans les quartiers, on va dire mais il y a aussi de l'insécurité dans les quartiers, il y a aussi des illégalismes, la police est en danger parce qu'il y a des trafics, parce qu'il y a de la délinquance, etc. Mais on oublie quelque chose de très très important, c'est qu'on oublie que le droit est fait pour protéger les délinquants.
C'est-à-dire que le droit, c'est pas fait pour les bonnes sœurs. Le droit, c'est pas fait pour les innocents. L'idée de faire du droit, c'est de faire que précisément on traite bien les délinquants. C'est-à-dire que y a des règles qui s'appliquent à la manière dont on les interpelle, la manière dont on gère leur corps, la manière dont on les met pas en danger de manière excessive par rapport au danger qu'ils représentent ou au délit qui serait constaté, et que par conséquent, il faut que la police apprenne à pas être dans une pulsion comme ça de maîtrise. Enfin, il y a beaucoup de cas. Il y en a eu à Grenoble récemment où la police pourchasse des individus seulement, par exemple, ils n'ont pas de casque sur leur mobilette et ils se mettent à les pourchasser, à les mettre en danger, et des gens meurent régulièrement d'être renversés par des tramways ou par des bus parce que la police les cible, et moi je crois même presque consciemment, pour produire leur élimination. De ce point de vue-là, la police doit apprendre... Consciemment, ça c'est une accusation grave. En tout cas, la police s'en défend. Dans le système de fait, et de fait, je crois que la police doit apprendre à laisser partir les gens, doit apprendre... Adama Traoré n'aurait jamais dû être arrêté. Adama Traoré ne présente aucun danger, il est dans sa ville, il se balade, il court. Qu'est-ce qui fait que la police perçoit un noir qui court comme un corps qu'il faut attraper, qu'il faut maîtriser plutôt que le laisser partir? La question des violences policières, elle se pose aujourd'hui d'une autre manière avec les manifestations des Gilets jaunes. Votre regard là-dessus, Geoffroy de la Gannerie? De fait, les Gilets jaunes, ce qui se passe, c'est une stratégie politique, je crois que ça, beaucoup de gens l'ont montré, de terroriser les manifestants et de mutiler pour produire le fait que les gens rentrent chez eux. Après, moi, je me méfie beaucoup, et dans le livre, on en parle avec Assa, de la rhétorique qui voudrait que les quartiers aient été des lieux d'expérimentation de méthodes de répression qui ensuite auraient été transportées vers les manifestations, disons plutôt de la population blanche traditionnelle. En fait, moi, je cite ce qu'avait dit Youssef Brakni, qui est un militant des quartiers populaire et un membre du comité, quand il avait dit que cette rhétorique de l'expérimentation dans les quartiers, en fait, elle faisait comme si ce qui se passe dans les quartiers populaires, quand ça touche les populations noires et arabes, c'était encore pas réel tant que ça touchait pas les blancs, et qu'il y avait quelque sorte de l'ordre qu'il avait dit: nous ne sommes pas des brouillons. Il faut comprendre qu'il y a une singularité de ce qui nous arrive qui est centrale, qui est en tant que telle réelle. Ça n'a pas besoin d'attendre les blancs pour que ça devienne central. Et je crois que c'est très vrai. Je crois que moi, qu'il y a deux systèmes très très différents. Je crois que dans la question des Gilets jaunes, il y a la question du rapport de l'État à l'expression démocratique, à la manifestation, et qu'il y a eu une considérable aujourd'hui inversement où l'État perçoit la manifestation comme quelque chose qui le menace et qui menacerait la démocratie, alors que c'est l'essence de la démocratie de manifester et de pouvoir défaire l'État. Donc ça renvoie à la question démocratique du rapport de l'État à la protestation, alors que ce qui se passe dans les quartiers, pour moi, c'est beaucoup plus quelque chose de l'ordre ontologique, c'est quelque chose du contrôle c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à rapport à la vie des gens. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose d'être mutilé parce qu'on va en manifestation et qu'on peut en partir. Ça veut pas dire que c'est pas très grave et que c'est pas un scandale, que d'être mutilé parce qu'on vit, parce qu'on est né noir ou arabe sur un territoire et qu'on peut pas partir, et que c'est sa vie qui est définie par le contrôle policier. Donc ce sont deux systèmes de contrôle différents, l'un qui renvoie plutôt à la question démocratique et l'autre plutôt à la question socio-raciale, pour le dire vite. Une parenthèse, Geoffroy de la Gannerie, un journaliste qui a beaucoup travaillé sur les violences policières, David Dufresne, et vous avez eu des mots qui ont été, je crois, mal compris sur ce journaliste. Ah oui, je suis très content qu'on y revienne, parce que hier j'ai fait un entretien pour Regard, qui est d'ailleurs un entretien que je pense qui était bien. Et dedans, je parle de ce dont on vient de parler, la critique de la catégorie de violence policière et la manière dont le monde social organise un certain nombre d'objets d'indignation qui peut avoir pour contrepartie de penser moins bien la question de l'ordre policier, et qu'en attirant l'attention sur un certain nombre de faits particulièrement violents, on peut déscandaliser des faits dont on s'est habitué alors qu'ils sont intrinsèquement violents. Et j'ai pris comme exemple le travail de David Dufresne sur les Gilets jaunes et sur les mutilations, en disant qu'effectivement la manière de se concentrer et d'attirer l'attention à Place Beauvau sur les mutilations physiques que subissent les Gilets jaunes, le compte Twitter qu'il a fait, et puis ensuite sur Mediapart, pouvait aussi être interrogé parce qu'il conduit à ne pas se scandaliser quand il y a une NAS, quand il y a une assignation à résidence, quand il y a une association de manifester, et que donc il y a quelque chose de l'ordre d'une déscandalisation des pratiques ordinaires de l'État. Je tiens à dire que c'était pas du tout une attaque contre lui, qu'il a fait un grand travail et depuis très longtemps. J'ai employé le mot complice qu'il a très mal vécu, donc je m'excuse ici de l'avoir employé et je le retire. Je pense que c'est un travail très important. Maintenant, je tiens à dire que je crois beaucoup à l'idée de gauche. Je crois à l'idée d'un débat interne à la gauche. Quand Foucault fait la volonté de savoir et critique le pseudo-marxisme, il critique la psychanalyse. Quand Bourdieu fait la distinction et critique le marxisme, moi j'ai le droit de critiquer David Dufresne dans un espace où on sait qu'on partage des combats communs, mais on réfléchit ensemble sur la meilleure manière de les faire vivre. Assa Traoré, en conclusion, le combat Adama aujourd'hui, donc on a compris effectivement vos revendications. La suite de ce combat qui est devenu un symbole, comment l'envisagez-vous ? On l'envisage avec un procès. Aujourd'hui, on veut la vérité, on a la vérité. La vérité, on la connaît depuis le début.
C'est pour ça qu'on écrit ce livre, Combat Adama. Et il y a un titre dans le livre qui c'est Asphyxie. Mon frère il est mort asphyxié. Et on dénonce aussi l'asphyxie provoquée dans nos quartiers. On dénonce comment ce système tue nos frères, comment ce système répressif, en tout cas, s'acharne sur nous. Et aujourd'hui, on veut aller en procès et on veut la justice et vérité pour Adama. Un mot, Geoffroy de la Pour moi, Gannerie. le combat Adama, c'est d'abord renverser le système qui a tué Adama Traoré, qui en a tué avant et qui continue à en tuer. Et je crois que c'est aussi le lieu de l'invention d'une nouvelle politique. Et moi, je crois que le combat Adama doit être pour le 21e siècle, ce que le marxisme a été au 19e siècle. Bon, c'est une déclaration, un manifeste à retrouver dans Geoffroy de la Gannerie, Assa Traoré, le combat Adama, publié aux éditions Stock.